Bonjour et bienvenue dans ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg. Brexit et maintenant, ça y est, la première ministre britannique, vous le savez, Theresa May, a signé la semaine dernière la demande de sortie de l'Union européenne qui enclenche le fameux article 50 et puis surtout le début des négociations qui vont durer en principe pendant 2 ans. Quels sont les enjeux de ces négociations? Vous allez en parler, vous, les parlementaires européens, ici à Strasbourg. Et puis on en parle autour de cette table avec vous, Virginie Rosière. Vous êtes député socialiste et démocrate. Merci d'être là. Florent Marcellesi, vous êtes député Vert, Alliance Libre Europe. Merci également d'être là. Et puis Patrick Yarrick, député de la gauche unitaire européenne, gauche verte nordique. On va essayer d'y voir un peu plus clair dans cette histoire de négociation de Brexit. Il faut dire que c'est tout de même un événement tout à fait exceptionnel puisque le Royaume-Uni est le premier pays, et pas n'importe lequel, à quitter l'Union européenne. On va entrer tout à l'heure dans les détails. Déjà, vous les députés européens, comment vous êtes associés à ce Brexit? Vous y êtes associés? Sous quelle forme? Patrick Yarrick? On est associés parce que nous sommes co-législateurs, donc nous sommes consultés et donc il y aura un débat demain matin et vraisemblablement une résolution. Tout à l'heure, on entrera dans les détails de cette négociation, de ce Brexit, mais l'objectif général, finalement, pour vous, c'est quoi? À quoi il faut être attentif? À quoi il faut être vigilant? Quelle est un peu la philosophie générale, finalement, de ces négociations? Virginie Rosière. Il y a deux choses principales. La première, c'est les gens. Les vrais gens, les personnes, parce qu'on a plus d'1 million de Britanniques qui sont sur le sol d'Europe continentale et on a près de 3 millions de ressortissants européens qui sont sur le sol britannique. Et ces gens-là, dans leur vie quotidienne, c'est toutes leurs habitudes qui vont être bouleversées et même parfois leur capacité à poursuivre des études, à garder leur travail, à continuer, à pouvoir rester avec leur famille. Donc ça, c'est la première préoccupation. Il faut que ce soit équilibré, c'est-à-dire qu'on traite la situation des Britanniques en Europe et celle du reste des Européens en Grande-Bretagne. Et puis la deuxième chose, moi, ce que j'ai trouvé inquiétant dans la lettre de Theresa May, c'est qu'elle lie de manière très forte sécurité et accord économique et que c'est une forme, pour dire un mot un peu fort, mais une forme de chantage qui est quand même très préoccupant parce qu'on ne peut pas commencer à jouer avec la sécurité des Européens simplement pour essayer de ménager un avantage économique. Donc là-dessus, il faudra qu'on soit vraiment ferme et très clair vis-à-vis de Theresa May. Florent Marcellesi, pour vous, à quoi il faut être vigilant? Quelle est la philosophie un petit peu générale qui va vous guider dans la manière d'apprécier un petit peu ce qui va se passer durant ces négociations? Pour résumer ça, il faut pas avoir d'esprit de revanche avec les Britanniques, mais pas être naïf non plus. Et c'est d'avoir une conversation et surtout une négociation qui soit sincère. Parce que ce qui manque là, c'est de la sincérité dans les négociations. Et on le voit bien avec le cas de Gibraltar, d'ailleurs, en Espagne, où certains députés britanniques utilisent Gibraltar, l'agitent en fait, avec même en rappelant les Malouines, rappelant que c'était comme une guerre aux Malouines, en nous expliquant qu'effectivement, on pourrait envoyer l'armée britannique aller régler le problème à Gibraltar. Donc si c'est ça les négociations qu'on va avoir sur le Brexit, ça va être plus qu'un hard Brexit, ça va être un super hard Brexit. Parce qu'effectivement, ce qu'on voit, c'est que certains députés nationalistes anglais utilisent effectivement Gibraltar comme l'ennemi extérieur avec l'Espagne pour essayer de ressouder en fait à l'intérieur, parce qu'ils se rendent compte effectivement, ils ont mis les pieds dans le plat et ils ne savent pas très bien comment s'en sortir, parce que le Brexit, c'est pas quelque chose qui va être très bon pour le Royaume-Uni, et donc dans ces cas-là, repli sur soi, ennemi extérieur, et ça c'est une mauvaise façon de commencer les choses, donc il faut revenir vraiment sur un réseau plutôt de sincérité entre partenaires essentiels au sein de l'Europe. Patrick Yarrick. Oui, ce qu'a dit Virginie, la situation des personnes, des familles, de part et d'autre, les enjeux de transférabilité des droits, l'ensemble des droits humains et la charte des droits, la charte sociale du côté britannique. Ensuite se poseront beaucoup de questions. La politique agricole commune dont les Britanniques bénéficiaient, qu'ils le veuillent ou non, puisque 40 à 60% de leurs dépenses provenaient du budget européen, la situation des pêcheurs, particulièrement de nos pêcheurs dans les eaux britanniques, les enjeux liés à la concurrence. Si on développe à outrance une concurrence, notamment la concurrence fiscale, les travailleurs britanniques perdront. Nous aussi, on perdra
perdra parce que la tendance des grandes sociétés européennes sera une tendance à l'alignement toujours vers le bas en matière de fiscalité. Ce ne sera pas du tout positif. Et comme ça vient d'être dit, il y a les enjeux de Gibraltar, les enjeux de l'Irlande du Nord, ceux de l'Écosse qui ont demandé l'autorisation à nouveau. On va en parler dans le détail, bien sûr. Il y a beaucoup de questions qui sont liées à la situation des populations elles-mêmes, bien que la négociation macro-étatique, si on veut, elle conduira à ne pas changer grand-chose du point de vue de la jurisprudence de la Cour de justice européenne, puisqu'on va transférer 19 000 pages de texte du droit européen dans le droit britannique. C'est ce qu'on appelle la grande loi. Mais il n'avait pas besoin de faire tout ça pour aboutir en fait à une même législation. Par contre, c'est les populations qui peuvent de part et d'autre en souffrir. Alors évidemment, il va y avoir les conséquences, on en a déjà parlé, mais on peut en dire un mot quand même. Il va y avoir les conséquences pour l'Europe, les autres pays européens, il va y avoir les conséquences pour les habitants du Royaume-Uni. C'est vrai que quand on écoute Jeremy Corbyn, par exemple, cette semaine, dire que le Royaume-Uni va se transformer en un paradis fiscal avec des bas salaires, il y a une vraie crainte, on s'en rend compte à l'heure actuelle, sur place, il y a une vraie crainte de voir effectivement le Royaume-Uni se dégrader, j'allais dire, au niveau de ses droits sociaux, au niveau de son économie. Qu'est-ce que vous en pensez, Virginie Rosière? Oui, bon, déjà, on a vu que pendant toute la période de crise, le gouvernement conservateur avait quand même tout mis en œuvre dans une logique de précarisation et de pression maximum sur les conditions sociales, le coût du travail, dans des logiques de dévaluation interne de la Grande-Bretagne. À mon avis, politiques qui ne sont pas tout à fait étrangères au vote sur le Brexit, même si elles n'ont rien à voir avec l'Union européenne. Donc on peut imaginer que si on perd les garde-fous européens qui existent en matière sociale, comme le disait Patrick, et qui étaient mis en avant d'ailleurs par les syndicats britanniques au moment du débat sur le référendum, là, on a des garde-fous qui tombent, et dans une logique de concurrence exacerbée entre l'Union européenne et le reste de l'Europe, on peut continuer effectivement dans une voie de précarisation et de pression sur les salariés en Grande-Bretagne. C'est malheureusement une optique qu'on ne peut pas exclure. Et puis l'hypothèse du paradis fiscal, elle a été avancée, y compris par Theresa May, en disant qu'elle elle envisageait tout à fait, si ça se passait mal, d'établir un paradis fiscal aux portes de l'Europe. Donc c'est là encore une logique de discussion, comme le disait Florent, qui est quand même très préoccupante, parce qu'on n'est pas sur une logique de essayons de trouver le meilleur compromis mutuel, mais bien d'une concurrence exacerbée et de mesures de rétorsion successives, avec à la fin simplement les citoyens de part et d'autre qui en supportent les conséquences. Alors à l'heure actuelle, du côté européen, on part avec peu d'idées affichées, affirmées de manière très claire. On parle depuis le départ, enfin la Commission européenne et les négociateurs parlent depuis le départ des fameuses 4 libertés du marché unique, marchandises, services, capitaux et personnes, et en disant que tout ça c'est indissociable et que notamment la circulation des personnes est indissociable des autres libertés, que sinon il n'y aura pas d'accès au marché unique. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord oui, c'est important, c'est une réalité, c'est un point important, vous l'avez dit dès le début. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation et ce qui est affiché aujourd'hui comme étant l'une des conditions de la négociation? C'est logique quand même. C'est-à-dire que le Royaume-Uni ne peut pas prétendre sortir de l'Union européenne et avoir un meilleur accord en étant en dehors de l'Union européenne. Donc ça, je pense qu'il faut quand même leur rappeler clairement, s'ils veulent sortir, il faut quand même accepter les conséquences de leur geste. C'est ce qu'on dit aux enfants tous les jours. Si tu fais une bêtise, tu l'acceptes. C'est la même chose dans ce cas-là. Donc, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire? Clairement, avoir une liberté de mouvement, ou plutôt à l'inverse, avoir un accord commercial, ou du moins faire partie de l'espace du marché commun, et en même temps pouvoir fermer leurs frontières comme ils le veulent. Ça, c'est pas possible. Donc ils doivent respecter un minimum de règles avec nous s'ils veulent avoir un accord. Et effectivement, s'ils veulent aussi avoir un accord avec nous, avec l'Union européenne, il faut être très clair, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas avoir d'accords bilatéraux avec les États membres jusqu'à ce qu'ils sortent de l'Union européenne. Donc on va aller petit à petit et on va négocier chose par chose. Donc je pense que c'est vraiment les points les plus importants pour nous. Et bien sûr, comme ça a été dit avant, c'est que tout ce qui va être après, une fois que le Royaume-Uni sera sorti de l'Union européenne, il faudra renégocier, et il faudra le faire sur la base des clauses très claires sur l'environnement, sur le changement climatique, sur les droits de l'homme et de la femme, et aussi sur les droits sociaux et sur la concurrence. Bien sûr, c'est évident. Donc il faut quand même qu'ils sachent que nous, on va être sincères, sans être pris de revanche, mais sans être naïfs, en étant très clair sur ce qu'on veut, parce que les règles de l'Union européenne sont claires, et on ne va pas utiliser le Brexit pour faire baisser les règles dans l'Union européenne. On va les maintenir au plus haut.
C'est votre avis aussi, Patrick Le Yarrick, ça, oui. Oui, mais moi je suis d'accord, je veux éclairer une ou deux choses. Sur la liberté de circulation des personnes, c'est vrai qu'il y a une tentative non pas de négocier avec l'entité Union européenne, mais avec chacun des pays, de telle sorte qu'on ferait un sort à part à chacun des pays et les pays se retrouveraient divisés, notamment sur la liberté de circulation des personnes qui est extrêmement importante. On aurait la liberté de circulation des capitaux et des marchandises, l'accès au marché unique à tout va, mais pas cela. D'autre part, si on continue d'affaiblir l'accord de Dublin a beaucoup d'avantages, avait beaucoup d'inconvénients aussi. Dans les inconvénients qu'il y avait de notre point de vue, mais qui peut constituer un avantage, c'est que quand on rejetait des personnes, vers le pays d'accueil, ce qui n'était pas une bonne politique. Ceci dit, les Britanniques en seront privés demain. Je prends un autre cas. Dans les quotas d'importation qui ont été négociés par l'entité Union européenne, évidemment, demain, c'est cette même entité qui aura ces quotas. Mais par exemple, je prends le cas de la viande bovine. On enlèvera la partie britannique et donc on accélérera la concurrence à l'intérieur de ce qui va constituer l'Union européenne de demain, moins le Royaume-Uni. Prenons un autre cas. On met de côté la Cour de justice européenne, mais est-ce qu'on va inventer une cour de règlement des différends comme c'est prévu dans les traités internationaux, de commerciaux internationaux comme le traité transatlantique ou le traité avec le Canada? Eh bien, pourquoi exclure la Cour de justice européenne pour inventer une cour privée de règlement des différends? Donc on est quand même face à une multitude d'inconvénients. Et ces inconvénients ne sont pas tellement pour les multinationales ou pour les fonds financiers dans la négociation qui se prépare, mais à chaque fois pour le monde du travail et de la création. Alors, il y a d'autres questions. Vous avez commencé à en parler il y a quelques secondes. On va continuer là-dessus. Il y a quand même deux des nations du Royaume-Uni qui sont contre le Brexit, qui sont pour le maintien dans l'Union européenne. Et on s'aperçoit aujourd'hui que cette question-là, on en a parlé, on le sait, on le savait avant le référendum, mais cette question est en train de monter de plus en plus. C'est le cas de l'Écosse, par exemple, et c'est le cas également de l'Irlande du Nord. Dites-nous un petit peu votre sentiment là-dessus, sachant que, même chose, les choses sont un peu floues à l'heure actuelle, et les premiers concernés, à savoir les Écossais et les Irlandais du Nord ou de la République d'Irlande, sont en train eux-mêmes de définir leur position et d'essayer de voir eux-mêmes comment ils vont négocier là-dedans. Mais prenons le cas déjà de l'Écosse, parce que l'Écosse a demandé à Londres la possibilité donc d'organiser un nouveau référendum d'indépendance. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une façon de faire pression un petit peu pour obtenir une négociation particulière pour l'Écosse? On n'en sait rien, mais en tous les cas, la situation est à l'heure actuelle. Virginie Rosière, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation de l'Écosse, qui a voté massivement contre le Brexit et qui insiste aujourd'hui pour dire dans ces conditions-là, nous on ne sort pas et on sort du Royaume-Uni? Je pense que l'Écosse procédera à un nouveau référendum avec de vraies chances de cette fois-ci quitter la Grande-Bretagne pour choisir de rester dans l'Union européenne. Qui plus est, en plus la position du gouvernement espagnol a évolué, qui ne s'oppose plus justement à une sécession de l'Écosse et au fait qu'elle rejoigne l'Union européenne. Donc c'est à la limite, je dirais c'est presque le cas le plus simple parce qu'on a un processus d'autodétermination qui est relativement serein, encadré et la question c'est est-ce que le référendum aura lieu avant ou après la conclusion d'un accord et avant ou après les 2 ans. Moi je comprendrais que l'Écosse veuille le faire avant puisque si elle veut rester dans l'Union européenne, ce serait problématique pour elle de sortir pour ensuite y rentrer. Mais ça à la limite c'est le gouvernement, ce sera une négociation entre Britanniques entre Anglais et Écossais. Il y a 2 cas beaucoup plus problématiques. Le plus problématique, je pense, c'est l'Irlande du Nord, parce qu'on a quand même une situation extrêmement conflictuelle, des années de guerre civile qui ont été résolues avec un fragile équilibre. Et justement, le fait que la frontière n'en soit plus une entre l'Irlande et la Grande-Bretagne, portée par les accords européens, est fortement remise en question. Et du coup, la recréation de cette frontière, outre les effets sur la vie quotidienne des habitants, est surtout une source de tension énorme. Et là, j'avoue que la solution, il n'y a pas de solution toute faite qui se dessine et c'est vraiment très très préoccupant. Florent Marcellesi là-dessus, c'est le cas.
En fait, il y a 3 cas. Il y a Gibraltar également. Oui, il y a Gibraltar. Enfin, donc 4 cas si on compte Gibraltar, parce que je répète, j'ai ajouté un 4e cas à la fin. Donc il y a le premier, c'est l'Écosse, effectivement, la position du gouvernement espagnol qui a changé, et c'était un peu le coup de tonnerre pour les Britanniques, parce qu'ils pensaient effectivement qu'il allait avoir un veto de l'Espagne sur une possible entrée de l'Écosse dans l'Union européenne pour éviter le cas catalan. Mais donc là, on a eu un virage à 180 degrés qui permet que l'Écosse puisse rentrer. Donc c'est très compliqué pour Theresa May de ne pas accepter justement un référendum, parce qu'il y a un référendum pour le Brexit d'ailleurs. Il y a un référendum déjà en Écosse, donc ça va être très très dur pour elle de ne pas l'accepter. Et en plus, ça va être très très dur de le gagner après pour que l'Écosse reste dans le Royaume-Uni. Parce qu'un des arguments qu'avaient utilisé justement ceux qui disaient que l'Écosse ne devait pas être indépendante, c'était de leur dire si vous partez du Royaume-Uni, vous ne serez plus dans l'Union européenne. Donc l'histoire a changé totalement, et donc maintenant, c'est très difficile de pouvoir maintenir cet argument. Donc après, on a le deuxième cas, effectivement, et là je suis tout à fait d'accord, c'est le cas aussi qu'on pourra rapprocher de Gibraltar, et on se rend compte que l'Union européenne a joué un rôle stabilisateur de paix, en fait, sur les frontières en Irlande du Nord, et aussi à Gibraltar. C'était la garante, effectivement, de cette stabilité, de retrouver, effectivement, une façon de vivre au-delà des conflits nationaux, grâce à une entité supra-estatale qui permettait justement d'éviter ces problèmes en Irlande du Nord, mais aussi à Gibraltar. On a 10 000 travailleurs qui passent tous les jours entre l'Andalousie et Gibraltar. Et la quatrième nation, c'est pas vraiment une nation en fait, mais c'est les jeunes. C'est les jeunes aussi, parce que les jeunes, ils ont voté pour rester dans l'Union européenne. Et qu'est-ce qu'on fait avec eux? Parce que là, Theresa May n'a aucun en fait, avenir, aucun projet pour eux en fait. C'est surtout les gens qui voulaient partir, mais qui vont être, à qui on va donner un bonbon à la fin. Et les jeunes ne savent pas vraiment comment avoir une vision d'avenir depuis leur île. Donc je pense qu'il faut vraiment s'y penser à eux, et je pense que le Parlement européen doit leur envoyer aussi un message. Et d'ailleurs, une des propositions, c'est que toujours les jeunes du Royaume-Uni puissent avoir accès d'une façon ou d'une autre au programme Erasmus, justement, parce que je pense qu'il faut avoir cette vision de futur, de dire c'est quand même possible que les jeunes, dans quelques années, veuillent revenir dans l'Union européenne, et il faut quand même laisser une porte ouverte au Royaume-Uni. Bon, sur ces deux points, Patrick Le Yarrick, sur la question de l'Écosse et de l'Irlande. J'ai rien à ajouter. C'est la même chose, c'est ça. Alors, on est en train de se dire tout de même autour de cette table, finalement, c'est dommage quand même que le Royaume-Uni quitte l'Europe, et on ne voit pas bien comment c'est possible en dernier instant. Enfin, on se rend compte que là, dans la négociation qui s'annonce, personne n'y va de gaieté de cœur dans ce débat. Non, pas de gaieté de cœur, et de surcroît, le risque quand même existe que ceux qui ont protesté, ceux qui ont voulu protester en votant pour sortir de l'Union européenne, peut-être que ce seront ceux qui seront les plus perdants encore. Parce que moi, je ne suis pas un défenseur des politiques européennes telles qu'elles se font, mais quand on épluche les avantages et les inconvénients de cette sortie de l'Union européenne, on voit bien que les conséquences peuvent être dramatiques pour ceux-là même qui se sont laissés embirlificoter dans un projet, dans un nom qui a été un nom qui n'était pas un nom positif, qui n'était pas un nom de construction. Au contraire, c'est plutôt un nom de destruction, et peut-être de précarité supplémentaire, de mal-vie supplémentaire, de pression sur les salaires supplémentaires. Si on poursuit ce que vous dites là, je parle à Virginie Rosière, on a craint à un moment donné, enfin tout de suite en tous les cas après le référendum, après les résultats du Brexit, que ce Brexit sonne un coup de tonnerre en Europe et donne le signe d'une certaine débandade possible. Qu'est-ce que vous en diriez aujourd'hui? Vous diriez un peu ce qu'est en train de dire Patrick Le Yarrick, c'est-à-dire que ça a plutôt quand même un peu renforcé les velléités pro-européenne des autres pays européens ou pas? Ou est-ce que tout ça est encore très instable? On peut le souhaiter, c'est que ce soit un choc salutaire pour la cohésion européenne, et que ça appelle les autres pays européens à retrouver le sens de leur projet, le sens de cette solidarité. Il faudra de toute façon de la cohésion dans la négociation, parce que comme l'a dit Florence, il faudra ni être revanchard ni être naïf, simplement se préoccuper du bien-être, de l'intérêt des Européens, sans chercher de revanche particulière, mais sans non plus brader le bénéfice pour l'Union européenne d'un accord potentiel. Est-ce que ce sera suffisant, ou est-ce que ça conduira à un renforcement du projet européen? On peut le souhaiter. En tout cas, pour l'instant, dans la discussion au Parlement européen pour établir cette résolution, il y a un large consensus transpartisan
pour justement refuser cette logique de marchandage qu'essaie d'installer la Grande-Bretagne, réaffirmer qu'on a les 4 libertés et la compétence de la Cour de justice qui est aussi un élément très fort sur lequel on ne souhaite pas transiger. Redire aussi que le Parlement européen aura son mot à dire. Au travers de cette résolution, il donne une position initiale, mais ensuite il devra se prononcer pour la mise en œuvre des accords, ne serait-ce que pour le processus électoral dans 2 ans, et puis ensuite pour adopter l'accord de séparation une fois qu'il sera établi. C'est un premier pas. De la solidarité, de la cohésion, il nous en faudra quand même parce qu'on peut faire confiance, je pense, aux Britanniques et aux Anglais pour être des négociateurs redoutables. Donc il faudra qu'on soit unis. C'est votre sentiment aussi, Florent Marcellesi, cette espèce quand même de relative unité européenne et de ces différentes institutions dans ce début des négociations qui vont maintenant entrer dans la phase dure du Brexit? Oui, effectivement, c'est intéressant de voir par exemple qu'on a réussi à avoir une résolution qui sera votée demain, mais en théorie, on a quand même les 5 gros groupes, on a les conservateurs, les socialistes, les Verts, la gauche et aussi les libéraux qui sont d'accord sur une résolution. Donc c'est quand même une grosse unité et majorité autour de ce sujet. Puis aussi, c'est assez intéressant de voir que les dernières élections qu'on a eues, par exemple en Autriche, par exemple en décembre, ou en Hollande, il y a peu, au lieu d'avoir un effet qui renforce en fait les discours proches du Brexit, ont quand même un effet qui ont renforcé au contraire des alternatives à ces discours. Ce qui ne veut pas dire que les autres discours ont disparu, mais ils n'ont pas pris l'hégémonie. C'est quand même assez intéressant. Donc il y a plutôt un retour dans l'autre sens. Et effectivement, je pense que les Britanniques nous ont touché aussi un peu au fond de notre identité et on s'est rendu compte qu'on est plus européens que ce qu'on pense. Et effectivement, ce qui nous permet de lui dire que le Brexit, ce n'est pas finalement une si mauvaise nouvelle, mais ça peut être une opportunité pour reconstruire l'Europe sur de nouvelles bases, encore plus solidaires et avec plus de cohésion. Pour terminer, oui, Patrick, je crois que c'est ça la question de fond, c'est que certes, il n'y a nulle part, sauf dans les forces d'extrême droite, le projet de détricoter toute solidarité européenne, mais la question de fond, c'est qu'il faudrait que partout au Parlement, au Conseil européen et à la Commission, on réfléchisse avec les populations, avec les peuples aujourd'hui, sur la question de savoir comment on refonde le projet européen, qu'on tire les leçons de cela et qu'on le refonde sur le projet d'une Europe sociale, d'une Europe beaucoup plus démocratique, associant réellement les citoyens à la construction et une Europe s'inscrivant dans la transition environnementale qui est absolument nécessaire aujourd'hui pour créer les conditions d'un mieux-être, d'un mieux-vivre pour toutes et tous. On se rend compte que ces questions-là sont en train de monter quand même à l'heure actuelle, depuis les derniers mois, dans la conscience un petit peu de tous ceux qui sont dans le secteur et notamment qui s'occupent de l'Europe, bien sûr. On sent que c'est en train de monter. Écoutez, merci, je vous remercie à vous tous. On était un peu rapide parce que ici le temps nous est compté. Je vous remercie d'avoir participé à ce débat, bien sûr. Merci à vous qui nous avez suivis et puis rendez-vous une toute petite seconde encore sur le site de l'humanité.fr pour suivre l'autre débat qui est consacré à l'Europe et aux Outre-mer, c'est d'actualité. Et puis on va en parler bientôt aussi ici au Parlement européen, en mai et en juin. Au revoir, merci, à bientôt.